Les fonctionnaires ivoiriens en grève depuis le 9 janvier dernier ont cessé leur mouvement hier soir. L'annonce a été faite dans la nuit par leur porte-parole après une réunion avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En Gambie, au lendemain du départ en exil du président sortant Yahya Jammeh en Guinée équatoriale, la CEDEAO sécurise le pays pour permettre le retour du président élu Adama Barrow. Nous en parlerons en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Je vous le disais en titre, les fonctionnaires ivoiriens étaient en grève depuis le 9 janvier dernier. Dans la nuit d'hier, leurs responsables ont participé à une réunion avec le Premier ministre, chef de gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Réunion qui aurait duré un peu plus d'une heure et à l'issue de laquelle, aux environs de 22h20, ces derniers ont fait une déclaration pour annoncer la fin de leur mouvement. On écoute. Camarades, je voudrais vous féliciter au nom de la plateforme que je dirige et au nom de l'IFSI conduit par le camarade Jean-Yves Abonga. Pendant 10 jours, vous avez mené la lutte. Vu les rencontres que nous avons eues avec le gouvernement, le jeudi, vu la rencontre importante conduite par le Premier ministre lui-même, vu la rencontre de ce dimanche, qui est issue, n'est-ce pas, de ce communiqué fait par le gouvernement le samedi, expression de la volonté du gouvernement de maintenir la discussion. Camarades, je voudrais, au nom de la plateforme et de l'IFSI, vous informer que les deux organisations ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève pour donner une chance aux discussions qui seront faites dès mardi à 16h. Sur cette base, je vous invite à la reprise dès ce lundi 23, dès 7h30. Camarades, reprenez le travail pour que nos pays reprennent. Je vous remercie. Les chefs traditionnels, les guides religieux et les parents d'élèves étaient eux aussi préoccupés par la situation. Ils ont également fait une déclaration. Nous, chefs traditionnels, guides religieux et associations de parents d'élèves, avions observé que depuis le lundi 9 janvier 2017, une grève générale des fonctionnaires a été déclenchée par les syndicats des différentes corporations. Ceci a eu pour conséquence la désertion des bureaux, des hôpitaux et plus grave, la fermeture de toute école de Côte d'Ivoire, mettant nos enfants en vacances forcées. Le gouvernement sensible et soucieux de la gravité de la situation a prêté une oreille attentive à leurs préoccupations en organisant une rencontre avec les différents syndicats. Il ressort de cette rencontre d'échange que sur 6 points présentés par les syndicats, 4 ont été satisfaits conformément à la déclaration de M. le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Nous voudrions à ce stade adresser nos remerciements sincères au gouvernement pour son esprit de sacrifice, toujours soucieux de préserver la paix sociale sans laquelle il ne peut y avoir de développement. Nous voudrions également remercier les différents syndicats qui ont bien voulu accepter d'aller à la table des négociations en toute responsabilité. Vu que les 2 points qui n'ont pas été satisfaits lors des différentes rencontres sont prévus à l'ordre du jour du forum du 23 février 2017, nous prions les différents syndicats de bien vouloir demander à leur mandat de reprendre service. Par conséquent, nous demandons aux parents d'élèves d'accompagner leurs enfants à l'école demain matin à 7h30. Fête à Abidjan, le 22 janvier 2017, signé les chefs traditionnels, guides religieux et associations de parents d'élèves. La reprise du travail et des cours est annoncée donc pour ce lundi 23 janvier 2017 après une grève de 2 semaines observée par les fonctionnaires. Une bonne nouvelle pour le COJES qui l'avait appelé de tous ses voeux. Considérant le climat social qui se dégrade de jour en jour, considérant le fait que les écoles restent fermées depuis bientôt 2 mois,
Considérant que nos enfants ont besoin de s'épanouir dans un système éducatif de qualité, considérant la menace d'une année blanche pour nos enfants, nous, membres des COGES, réunis au sein des coordinations de nos directions régionales, sommes plus que jamais interpellés face à la situation alarmante que traverse notre pays et par ricochet l'école ivoirienne. Nous demandons la reprise des cours pour éviter l'année blanche à l'école ivoirienne. Demandons au gouvernement et aux syndicats de ne pas fermer la porte de la négociation. Nous demandons aux différentes parties impliquées dans la crise de ne pas être à la base de l'échec de nos enfants. Qu'elles sachent que l'avenir du pays dépendra de la décision qu'elles prendront maintenant. Nous, parents d'élèves, prenons l'engagement de nous impliquer plus dans la résolution de la crise que traverse notre ministère. Nous demandons expressément à chaque bureau exécutif de COGES de s'impliquer dans la reprise des cours aux côtés des directeurs d'école et chefs d'établissement à compter du lundi 23 janvier 2017. Depuis 7 heures ce lundi, dans les lycées modernes et classiques de Cocody, les élèves ont répondu à l'appel. À notre passage, ils étaient présents dans les salles de classe. D'après nos reporters, la plupart des enseignants étaient absents dans les deux établissements, même si l'on pouvait apercevoir quelques-uns au lycée classique dispensant des cours à leurs élèves. Les raisons énumérées de ces absences sont entre autres l'heure avancée de la décision de lever du mot d'ordre de grève hier soir et le mauvais temps ce lundi. Dans les hôpitaux également, le travail reprend ce lundi. L'une de nos équipes de reportage a fait le tour de quelques centres hospitaliers et puis l'on a constaté que à certains endroits, le travail avait effectivement repris. Le constat vous sera proposé ce soir aux 20h. Ce lundi matin, des hommes en armes ont fermé momentanément le corridor nord d'Abidjan à Yopougon-Jesco, bloquant la circulation, mais la situation est rétablie. Comme vous pouvez le voir sur les images, le corridor est rouvert à la circulation qui est revenu à la normale. Les jeunes du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, eux également ne sont pas restés indifférents face à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ils se sont prononcés sur l'actualité, demandant aux fonctionnaires grévistes de privilégier le dialogue et de surtout saisir la main tendue du gouvernement. Gabriel Zani. Ce samedi 21 janvier à Cocody. Et à Williamsville. Se sont rassemblés des centaines de jeunes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour dire qu'ils ne se mêleront pas aux remous sociaux afin de troubler l'ordre public. Une sortie qui intervient dans le contexte de la crise sociale qui prévaut dans le pays. Vous ne devez pas céder aux tentations. Soyez maître de vous-même et appréciez que la Côte d'Ivoire se porte mieux que jamais. Pour les jeunes, ces meetings témoignent de leur solidarité au gouvernement, qui négocie des sorties de crise avec les responsables des syndicats de fonctionnaires. Ils ne seront donc pas des canaux de déstabilisation, rassure Chalniaoré, le président de l'Union des mouvements proches du Rassemblement des oufouettistes. Il s'agit de faire confiance en nos institutions. Il s'agit de soutenir et de faire confiance au chef de l'État, Alassane Ouattara, et leur dire qu'il ne s'agit pas pour nous de rentrer en conflit avec qui que ce soit. Parce que ce soit les militaires, que ce soit les fonctionnaires, ce sont nos parents, ce sont des frères, ce sont des sœurs. Mais il s'agit pour nous de nous mettre ensemble, que chacun contribue au développement de cette nation. La Côte d'Ivoire n'est pas en danger. La jeunesse doit se mettre au travail et faire confiance au gouvernement. Voilà ensemble le message de personnalité de la coalition présente au meeting. Les jeunes ont leur mot à dire. Et c'est leur avenir qui est en jeu. Et nous avons demandé à tous ceux qui ont des revendications de les poser dans le calme et la paix, de sorte à ce que les réponses idoines y soient apportées. Les jeunes ont décidé de se poser en bouclier pour être derrière le chef de l'État, pour être derrière le gouvernement, pour pouvoir marquer cette solidarité, cette fusion qui doit porter la Côte d'Ivoire vers l'émergence. La Côte d'Ivoire rassemblée, c'est
le vœu de tous les Ivoiriens, mais c'est surtout la volonté, la quête permanente du président Alassane Ouattara. C'est pour cela que le rassemblement d'aujourd'hui, c'est pour dire non à la violence, oui aux revendications, mais non à la violence. Oui aux revendications, mais non à la déstabilisation. D'autres grands rassemblements de la jeunesse ou fouettistes se tiendront dans le district d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Le but, mobiliser les jeunes à soutenir le gouvernement. Le 8e jeu de la francophonie, ce sera en Côte d'Ivoire en juillet 2017. Les préparatifs sur le plan des infrastructures sont en bonne progression, du Palais des Sports de Treichville au village des Jeux à l'INJS en passant par le canal aux bois. Tout avance au bon rythme. Le ministre chargé des Jeux, Robert Begré-Mombé, est en tout cas déterminé à livrer les gros ouvrages dans 2 mois, d'ici à fin mars 2017. Issa Yeo. À 2 mois du délai de livraison des ouvrages, tel qu'annoncé par le ministre auprès du président de la République en charge des 8e Jeux de la francophonie, le challenge infrastructurel est en train d'être relevé lentement et sûrement. Une équipe constituée des ingénieurs du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, est à la tâche depuis 3 mois. Son objectif est de sortir des terres 3 gros ouvrages du Palais des Sports de Treichville, du canal aux bois, de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, d'une part, et de réhabiliter l'existant, à savoir les stades Félix Houphouët-Boigny et Robert Champour de Makori, le vélodrome du Palais des Sports, l'Institut français, la Bibliothèque nationale et le Musée national d'autre part. Si au Palais des Sports de Treichville, au canal aux bois et autres sites, le gros des travaux est en phase d'achèvement, aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le cœur des Jeux, logé à l'INJS de Marcory. Malgré des imprévus géotechniques ayant nécessité d'énormes travaux sur le site du village des Jeux, 95% des fondations sont achevées. Ces difficultés ont été résolues pour supporter les ossatures des panneaux préfabriqués en Turquie. Ces matériaux, à plusieurs composantes dont l'arrivage et le débarquement, obéissent à la cadence des travaux sont prévus pour élever 33 bâtiments R+1. Un contrôle du géomètre du travail fait par le béton. Ensuite, la position des lignes des façades extérieures des panneaux. Et ensuite seulement, le montage peut commencer. Une quinzaine d'équipes de 30 personnes chacune y travaillent sans relâche pour présenter les premiers bâtiments dès la semaine prochaine aux Ivoiriens. L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, dans le cadre de ses activités pour ce début d'année 2017, a décidé de former ses membres sur la question de la durée de leur mandat et des bonnes pratiques. L'EDATSI veut ainsi contribuer à la formation d'administrateurs de sociétés outillés aux pratiques efficaces de bonne gouvernance. Les détails avec Franck Quadio. Ils ont à charge la gestion des affaires d'une société. Leur fonction est collégiale et ils se réunissent au sein d'un conseil d'administration. Eux, ce sont les administrateurs de sociétés. En Côte d'Ivoire, à travers l'INATSI, Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, des rencontres ponctuelles sont organisées, un prétexte pour accentuer la formation. L'une des bonnes pratiques en matière de gouvernement d'entreprise dans un pays, c'est d'avoir une politique de formation des administrateurs. Parce que les administrateurs, c'est eux qui doivent orienter la société. C'est eux qui doivent contrôler la gestion de la société. Orienter veut dire définir les stratégies. Alors si les administrateurs ne sont pas bien formés, comment peuvent-ils bien effectuer leur mission de contrôle et de surveillance? Thème exploré donc la durée des mandats des administrateurs, exigences légales et bonnes pratiques. La tendance est de dire qu'il ne faut pas accorder une durée de mandat trop longue aux administrateurs. Parce que lorsque le mandat est très long, en définitive, l'administrateur ne rend pas service à la société. 3 ans, renouvelable une fois, c'est ça la tendance mondiale. Maintenant, vous avez, par exemple, en France, le MEDEF qui propose 4 ans. Mais malgré ça, certaines entreprises prennent 3 ans. La formation alors pour un dirigeant d'entreprise rompu à plusieurs spécialités. L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire est aussi ouvert aux directeurs généraux, experts comptables, cabinets d'avocats et au comité de direction.
La direction de Côte d'Ivoire Tourisme se trouve en ce moment à la Foire internationale du tourisme de Madrid. C'est en Espagne, une autre occasion pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire au plan touristique. L'une des doléances communes à plusieurs pays sur place, c'est un tourisme équitable, une industrie touristique aux mêmes conditions pour tous. Patricia Omoetia, notre envoyée spéciale à Madrid. Le tourisme équitable par excellence était de retour encore cette année. Ça a été le point de départ pour les principales destinations nationales et internationales, les agences de voyage, les hôtels et restaurants et les entreprises de services. Les tours opérateurs et les professionnels ivoiriens ont présenté aux visiteurs les occasions d'affaires. Quand ils voient l'Afrique, ils se disent bon, je vais faire du safari. Ils pensent au Kenya, ils pensent à la Tanzanie, ils pensent à l'Afrique du Sud. Ils ne pensent pas à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand je vois le travail fabuleux que le directeur général de l'OIP fait, aujourd'hui il y a une convention entre l'OIP et Côte d'Ivoire Tourisme. Mais c'est des situations comme ça que nous devons saisir. Tisser un partenariat avec d'autres agences de voyage et aussi inciter les gens à venir visiter la Côte d'Ivoire. Je peux dire que je suis heureuse parce que j'ai eu 3 tours opérateurs qui étaient vraiment mon objectif. Donc je peux dire que ce salon, j'ai atteint mon objectif. Cette année, le stand ivoirien est situé dans le pavillon 6, sur 100 mètres carrés. Les visiteurs ont participé à la journée ivoirienne avec la gastronomie et des offres culturelles. FITOUR 2017, qui prend fin ce dimanche, a contribué à dévoiler les dernières solutions et progrès au développement social, à la création d'emplois et à la diversité culturelle. À Bouaké, ici en Côte d'Ivoire, dans le Bouaké, l'auto-entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme sont des notions qui ont tout leur sens. Nombreuses sont les jeunes filles qui s'investissent dans plusieurs activités, notamment le commerce des fruits. Le reportage de Kadi Marianne, Konaté Kwadio Kwame, nos confrères de RTI Bouaké. Il n'y a pas de sot-métier, dit l'adage. Yao Alice, vendeuse de fruits au quartier commerce de Bouaké, exerce cette activité depuis plus de 7 ans. Comme Alice, de nombreuses autres femmes installées aux abords des routes ont choisi de proposer des fruits à leurs clients. Je vends ananas, orange, avocat, mangue, citron. Orange, là, ce sont les femmes qui quittent à ça à 5 francs pour venir me donner. Ananas, là, c'est moi-même qui vais chercher. Ces femmes, pour la plupart mères de famille, arrivent-elles à subvenir à leurs besoins? Il y a des moments tu vends jusqu'à tu peux rien avoir dessus, mais souvent si ça marche là, tu peux avoir 2500, 2000 par jour. Le jour ça marche, je peux avoir 45 000, le jour ça marche pas, 30 000. Je prends aussi pour m'occuper de ma famille, ma petite famille. Je peux aussi, s'il y a des problèmes, je prends ça pour m'occuper de ça. En dépit des difficultés qu'elles rencontrent, soleil, pluie, denrées périssables, difficultés à s'approvisionner, ces femmes parviennent tout de même à satisfaire leur clientèle. Si c'est bon, là, la cliente là, nous félicite. Si c'est pas bon aussi, on nous parle que toi, ton fruit, là, c'est pas bon aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que je paye les fruits avec elle. Je crois que le rapport qualité-prix est là. Surtout qu'elle ne met pas beaucoup de produits dans ses fruits. C'est pour ça que nous venons beaucoup payer avec elle. Ces produits ne sont pas chers, c'est abordable. La vente de fruits, un commerce juteux qui nourrit ces femmes et permet d'assurer leur autonomie financière. À Boisseau, dans le sud de Comoé, le centre de santé du village d'Abi vient de recevoir une ambulance. C'est un don d'un groupe de médecins de l'hôpital Moulin d'Isère de France, une initiative qui vise à renforcer le plateau technique et le matériel de cet établissement sanitaire. Godefroy Okambawa, Chantal et Ouman Akandan. Voici le centre de santé du village d'Abi, une localité situé à plus de 30 km d'Aboisseau. Cet établissement sanitaire, réhabilité il y a quelques années par le Conseil régional du Sud Comoé, dispose d'une unité de soins et d'une maternité qui répondent, selon les responsables, aux exigences sanitaires. Mais l'accès à ce centre est difficile à cause de l'état impraticable de la route, surtout en période de pluie. Et pour soulager les populations, un groupe de médecins de l'hôpital Moulin d'Isère de France vient de faire don d'une ambulance, fruit d'un partenariat avec l'hôpital général de Grand Bassam.
Il est vrai qu'on peut agir encore plus et dans la mesure de nos moyens et de nos possibilités, évidemment, on va pouvoir aider encore la maison de santé de Abi et voir peut-être d'autres. Ça nous fait du bien. En tout cas, je suis très contente de ça. Maintenant, on va avoir 2 ambulances. S'il y a quelqu'un qui va accoucher, ça ne va pas qu'on va avoir ça. Quand il y a un malade, on ne peut pas mettre 2 dans une ambulance. En plus de cette ambulance, l'organisation non gouvernementale dénommée l'Afrique Sauve l'Afrique a fait également don à ce centre de plusieurs cartons de médicaments de première nécessité. Créé en 1981, le centre de santé d'Abi reçoit en moyenne 200 patients dans le mois. Rendons-nous à présent dans la région du Ourodougou où la grande mosquée de Sifié Dioula Soba, à une trentaine de kilomètres de Séguéla, a été inaugurée par le président du conseil régional du Ourodougou, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'édifice religieux aura coûté plus de 200 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit notre reporter Pargasso Rokone. Une grande clôture, des portes, des ampoules, des ventilateurs, des tapis, une horloge et un tableau indicatif des heures de prière flambant neuf. C'est la grande mosquée de la circonscription de Sifié Dioula Soba, située à environ 30 km de Séguéla sur l'axe Séguéla-Man. Mosquée construite à plus de 200 millions de francs CFA par les filles et fils du village avec le soutien des élus et cadres de la région. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont commencé cette œuvre. Et nous devons nous donner les moyens d'achever. Grâce à l'unité des fils et des filles donc, de Sifié Dioula Soba et grâce aux sollicitations des cadres de certaines autorités, nous avons pu réaliser cette belle œuvre à la gloire de Dieu. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie par ailleurs, fils de la région, le président du conseil régional du Ourodougou a félicité et encouragé les populations de Sifié Dioula Soba. Ce que les cadres, la population de Sifié ont fait aujourd'hui, c'est la première étape, c'est de bâtir l'édifice. Mais l'édifice doit être entretenu, n'est-ce pas? L'édifice doit vivre. Et c'est cela qu'on demande aux musulmans de s'organiser. Ceux qui seront de passage, ceux qui seront dans les alentours, pourraient venir ici, faire leur prière. Imams, guides religieux, fidèles musulmans et population de Sifié Dioula Soba s'engagent à entretenir cet édifice religieux qui fait la fierté de la sous-préfecture. Depuis Missiko Damnani. Ça fait 30 années que la première pierre a été posée. Et donc aujourd'hui, la mosquée est terminée. En ma présence, je peux dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. La communauté musulmane de cette localité a reçu de nombreux dons de la part du parrain, dont des livres saints, le Coran. L'église méthodiste unie du district d'Abidjan, elle, a célébré hier dimanche le 11e synode. Il marque le bilan de 4 années d'activité, un bilan d'ailleurs jugé positif. Des prédicateurs de l'église ont aussi reçu à cette occasion leurs attributs. Église méthodiste unie de Begré village dans la commune de Bégerville. Ces prédicateurs laïcs heureux de recevoir symboliquement des mains de leurs responsables régionaux le livre saint, la Bible et leur certificat. Ils pourront désormais prêcher et annoncer officiellement l'évangile. À cause de l'appel que nous avons reçu, nous avons déjà commencé à propager l'évangile de Jésus-Christ autour de nous. Et maintenant que nous sommes reconnus officiellement par l'église méthodiste, cela ne va pas s'arrêter. Au contraire, oui, cela va s'accroître et apporter un plus à notre ministère. C'est une fierté pour moi d'avoir terminé cette formation après 4 ans et puis réussir à toutes les épreuves et être admis aujourd'hui au niveau des prédicateurs. Ces nouveaux prédicateurs ont reçu les félicitations et les encouragements des responsables de l'église méthodiste unie du district d'Abidjan. Ils sont à la fin de leur formation, ils ont été reçus, ils ont intégré le corps des prédicateurs de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous voulons les féliciter et prier véritablement que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse leur ministère et que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Des attributs reçus à l'occasion du 11e synode qui marque le bilan de 4 années d'activité de cette église. Bilan jugé positif. Nous voulons encore aller de l'avant avec le Seigneur et le thème maintenant qui va sous-tendre nos activités pour le quadriennat 2017-2020, c'est « Allez donc », un impératif missionnaire. La lutte contre la pauvreté, c'est le thème principal retenu au cours de ces 4 années d'activité.
Prières, louanges, chants et danses ont également marqué la célébration de ce 11e synode de l'Église méthodiste unie du district d'Abidjan. Conan Nguessan Julien, plus connu sous le nom de Nguès Bonsens, a célébré le samedi dernier au Palais de la Culture ses 25 ans de carrière. Le chanteur, qui aura donné tout son dynamisme à la chanson moderne d'inspiration traditionnelle, plus précisément la musique baoulée du centre de la Côte d'Ivoire, a égrené tout son répertoire face à un public d'admirateurs heureux. On retrouve Franck Quadio. La musique tradie moderne lui doit une fière chandelle. Lancée en 1991, la carrière artistique de Nguès Bonsens a fait du chemin. 8 albums, dont 3 maxi-singles, pour couronner 25 ans de scène, de chants et d'émotions partagées avec le public. Salle François Louga du Palais de la Culture, Nguessan Conan Julien, ou si vous voulez Nguès Bonsens en osmose avec ses admirateurs. Musique tradie moderne du centre de la Côte d'Ivoire et même au-delà, l'homme a su se faire ambassadeur. Sa thématique, sujet de société sanctionné par énigmes et questionnements faisant appel au bon sens. Nguès, artiste engagé culturellement, mais aussi politiquement. Son célèbre refrain résonne encore. Mais la dimension d'homme de spectacle est l'essentiel retenu. Belle prestation, belle organisation. Je suis fier de pouvoir participer parce que c'est un artiste de grande envergure. Public, mais aussi personnalité de haut rang. Le président Bédié, représenté par son épouse, et Maurice Bandama, ministre de la Culture, qui au nom de l'État ivoirien a élevé l'artiste dans l'ordre du mérite culturel. Et de lendemain meilleur en perspective, Nguès Bonsens dit en avoir encore dans le fond de la gorge à proposer. La communauté chinoise vivant en Côte d'Ivoire, elle, a célébré récemment le Nouvel An 2017 à travers un spectacle donné au Palais de la Culture de Treichville. Au cours de ce festival, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, et le vice-ministre chinois de la Culture, Deng Wei, ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération culturelle entre leurs deux pays. Issa Yeo. Ce spectacle dénommé Festival du Nouvel An a été l'occasion pour la communauté chinoise vivant en Côte d'Ivoire de passer d'intenses moments d'émotion au Palais de la Culture de Treichville. De la danse des festivités, d'opéra en passant par la chanson folklorique au violon de musique électronique, la culture chinoise a été visitée dans toute sa diversité. Une démonstration de la culture ivoirienne perçue à travers l'interprétation du classico Glizia de Feu Louga François. Ce récital de danse et de musique a été l'occasion pour le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, et le vice-ministre chinois de la Culture, Deng Wei, d'exprimer leur volonté de renforcer l'axe culturel Abidjan-Pékin. Bien que la Chine et la Côte d'Ivoire s'éloignent géographiquement, les cœurs de nos deux peuples sont liés étroitement. Un accord de coopération a été signé avec la Chine en 1992 et les termes de l'accord culturel établi entre les deux pays traduisent très bien la fluidité d'une coopération culturelle au bénéfice de chacun des deux pays signataires de l'accord. De cette coopération culturelle entre les deux pays, il est prévu l'instauration d'une semaine ivoiro-chinoise en alternance et la construction d'un centre culturel chinois en Côte d'Ivoire.
On vient de l'apprendre à l'instant, le secrétaire général du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, MIDD, Mesmin Komoé, vient de faire une déclaration appelant à la reprise du travail. Il indique par ailleurs qu'il n'a été victime d'aucune séquestration, contrairement aux informations qui circuleraient à ce propos. Les détails dans nos prochaines éditions. En Gambie, au lendemain du départ en exil du président sortant Yahya Jammeh en Guinée équatoriale, la CEDEAO sécurise le pays pour permettre le retour du président élu Adama Barrow. Une sécurisation mise en œuvre par les troupes de la mission ouest-africaine qui sont arrivées à Banjul ce dimanche 22 janvier dans la soirée. Michel Digri. Après le départ de Yahya Jammeh du pouvoir, le nouveau président gambien Adama Barrow, réfugié à Dakar, devrait rentrer dès que possible dans son pays. Une disposition prise au lendemain de l'exil de Yahya Jammeh, accusé d'avoir vidé les caisses de l'État. Sous les intenses pressions diplomatiques de la CEDEAO, l'ex-président gambien a finalement accepté de se retirer après 22 ans de pouvoir. Il s'est envolé de Banjul pour Conakry samedi soir. Depuis l'éclatement le 9 décembre de la crise politique gambienne, de multiples initiatives ont été prises. La CEDEAO, qui privilégiait la voie du dialogue, entendait mobiliser jusqu'à 7000 hommes de 5 pays. Dans une déclaration commune, elle a annoncé à M. Jammeh son droit, y compris celui de pouvoir revenir dans son pays. Par crainte que la crise ne dégénère, plus de 45 000 personnes avaient fui la Gambie depuis le début de l'année, en majorité vers le Sénégal. Dimanche soir, des mouvements étaient enregistrés dans le sens inverse. Vous l'avez certainement rectifié, le commentaire était signé Alexis Ouedraogo. Benoît Hamon affrontera Manuel Valls au second tour de la primaire socialiste élargie en France dimanche 29 janvier. Selon les résultats du scrutin du premier tour qui s'est déroulé hier dimanche 22 janvier, le nombre de votants au premier tour de la primaire élargie se situe entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Football CAN 2017, également en bref et en images. Le Gabon et le Cameroun se sont quittés sur un match nul 0-0 lors de la troisième et dernière journée du groupe A de la CAN 2017. Le Burkina Faso a passé ce premier tour de la CAN au Gabon en battant la Guinée-Bissau 2-0. Les matchs de ce lundi sont Sénégal-Algérie à Franceville et Zimbabwe-Tunisie à Libreville. Ce sera à 19h sur les antennes du groupe RTI. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre antenne.